Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Après être sorti de prison, il s'est rendu sur la tombe de sa petite amie. Quand il s'est penché. Après 12 longues années dans les entrailles froides et impitoyables de la prison d'État de Huntsville, Nathaniel Nat Carter franchit enfin les portes de l'établissement pénitentiaire, vêtu de vêtements civils trop amples pour son corps amaigri par les années. Le vent du dehors le gifla doucement, comme pour lui rappeler qu'il était de nouveau un homme libre, du moins en apparence. Son regard se leva vers le ciel nuancé de gris. Le monde avait changé. Plus moderne. Plus rapide. Mais lui, il portait les marques d'un autre temps. Il n'avait que 22 ans lorsqu'on l'avait arraché à sa vie, accusé du crime le plus abject, le meurtre de la femme qu'il aimait, Emily Dawson. Aujourd'hui, il en avait 34. Des rides s'étaient installées au coin de ses yeux, non pas celles du rire, mais celles que la colère, la solitude et la trahison sculptent avec patience. Son regard, autrefois doux, était devenu plus sombre, méfiant, aiguisé. Il avait passé 12 ans à crier son innocence dans le vide. 12 ans à réécrire la scène 1000 fois dans sa tête. À revivre la dernière soirée qu'il avait partagée avec Emily. À revoir son sourire, sa voix, sa main dans la sienne. Et puis, le choc. L'arrestation. Les menottes. Le regard froid du détective. Et surtout, le silence implacable du père d'Emily, Richard Dawson, procureur renommé, impitoyable, respecté et rongé par l'orgueil. Le même homme qui avait utilisé toute son influence pour s'assurer que Nat soit condamné, sans l'ombre d'un doute, sans la moindre chance. Même ses propres amis s'étaient éloignés. Même la mère de Nat, brisée par la honte et les médias, avait fini par tomber malade et mourir 2 ans après son incarcération. Il ne lui restait plus rien. Sauf un lieu. Un seul endroit qui comptait encore. Là où tout s'était arrêté. Là où l'amour s'était transformé en deuil, puis en cauchemar judiciaire. Le cimetière de Ashwood Hill. Il marcha pendant des heures, refusant de prendre un taxi. Chaque pas sur le bitume était une manière de reprendre le contrôle sur son propre corps. Ses bottes usées foulaient les trottoirs d'une ville qui avait appris à l'oublier. Mais lui, il n'avait jamais oublié. Il connaissait la route par cœur. Quand il arriva enfin devant les grilles en fer forgé d'Ashwood Hill, un frisson le parcourut. Non à cause du froid, mais à cause de ce qu'il allait affronter. Le cimetière était vide à 7 heures matinales. La rosée recouvrait l'herbe et les pierres tombales comme un manteau silencieux. Le ciel était bas, chargé de nuages laiteux, et un corbeau solitaire perché sur une croix de granit semblait le fixer. Il marcha lentement entre les allées, lisant les noms, les dates, jusqu'à ce qu'il la voie. Emily Dawson. 1990-2013. Tu étais la lumière dans l'obscurité de ce monde. Nate sentit Sagouri Senower. Ses jambes fléchirent légèrement, mais il resta debout, comme un soldat au pied de son général tombé. Il s'agenouilla, posant une main tremblante sur la pierre polie. Elle était propre, bien entretenue. Des fleurs fraîches s'y trouvaient, des pivoines roses et des lys blancs. Quelqu'un venait ici régulièrement. Peut-être Evelyne, la sœur d'Emily. Peut-être quelqu'un d'autre. Il sortit de sa veste une rose blanche, la même qu'il lui offrait chaque année à son anniversaire. C'était une promesse qu'il n'avait jamais rompue, même derrière les barreaux. Il murmura, d'une voix grave, cassée par le temps. « Je suis désolé, E.M. J'aurais tout donné pour te protéger. Je t'ai aimé plus que ma propre vie. Ils m'ont tout pris, mais ils n'ont jamais pu effacer ton souvenir. » Il ferma les yeux un instant. Le vent se leva, transportant l'odeur humide de la terre et du chagrin. Puis, en se penchant pour déposer la rose sur la dalle, quelque chose attira son attention. Un petit sachet plastique, discrètement dissimulé sous les marguerites fanées. Il hésita. Ses doigts tremblaient. Était-ce un mot laissé par un autre proche? Une note d'adieu? Un poème? Il déchira le plastique d'un geste fébrile et sortit la feuille pliée. L'écriture était fine, élégante, féminine et étrangement familière. Chaque boucle, chaque trait, cela ressemblait à l'écriture d'Emily. Il l'ôte. Tu n'as pas tué la mauvaise personne. La vérité est encore en vie. Cherche là où tout a commencé. Et il relote.
Une fois. 2 fois. 3 fois. Et son cœur rata un battement. Son esprit se mit à tourner, violemment. Emily. Non. C'était impossible. Elle était morte. Il l'avait vue dans ce cercueil. Il avait pleuré sur son corps. Mais cette écriture. Il se leva brusquement, le regard troublé. Une voix intérieure, qu'il croyait éteinte depuis longtemps, venait de se réveiller. Quelqu'un savait. Quelqu'un lui parlait. Quelqu'un voulait qu'il creuse plus loin. Et peut-être, juste peut-être, la vérité était sur le point de remonter des ténèbres. Le lendemain matin, alors que la ville s'éveillait lentement sous une lumière pâle, Nat poussa la porte d'un petit cabinet d'avocat au mur défraîchi du sud de la ville. Le nom sur la plaque était resté le même. Tasha Green, défense pénale. Une silhouette qu'il n'avait pas vue depuis 12 ans se leva lentement derrière un bureau encombré de dossiers et de tasses de café froid. Tasha Green n'avait pas changé. Ou plutôt, elle avait changé comme lui, usée, marquée par le combat contre un système sourd. À l'époque, elle n'était qu'une jeune avocate commise d'office, balancée dans un procès trop grand pour elle, face à un procureur intouchable et des médias assoiffés de sang. Mais elle avait fait son possible. Et surtout, elle avait toujours douté de sa culpabilité. Lorsqu'elle le vit entrer, elle ne parla pas tout de suite. Elle le fixa longuement, puis son visage se fendit d'un sourire mêlé de tristesse et de soulagement. Nate Carter, sou flatté en se levant. Je me demandais quand tu viendrais. Ils s'assirent. Le silence pesa quelques secondes avant que Nat ne parle. Je suis sortie, Tasha. Mais je ne suis pas libre tant que je ne saurai pas ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Elle hocha doucement la tête. Tu méritais mieux. Et moi aussi, je méritais de mieux te défendre. Mais on ne m'a pas donné les moyens. On m'a cloué au sol avant même que je puisse plaider. Nate fixa un point invisible sur la table. Émilie avait une sœur, non? Demanda-t-il. Tasha Kieska. Evelyn. Elles étaient très proches. Très fusionnelles. C'était étrange, d'ailleurs, qu'elle ne soit pas venue au procès. Ni même au procès d'appel. Juste, disparue. Après ta condamnation, elle a quitté la ville du jour au lendemain. Plus personne n'a jamais entendu parler d'elle. Le coeur de Nate se emballa. Il sortit de sa poche le mot trouvé sur la tombe d'Emily, qu'il avait soigneusement replié. Pourrait être Evelyn Dawson. Ce message. C'est peut-être elle. Peut-être qu'elle sait enfin la vérité. Peut-être qu'elle a vu quelque chose, compris quelque chose. Je dois la retrouver, Tasha. Je dois savoir. Pendant 2 jours, Tasha utilisa ses ressources, fouilla d'anciens dossiers universitaires, recoupa des inscriptions administratives, vérifia des signalements d'identité modifiés. Une amie hackeuse l'aida à passer les dernières barrières numériques. Puis, une piste claire émergea. Evelyn Dawson vivait désormais à la Nouvelle-Orléans, sous le nom de Claire Bellamy, professeure de littérature dans un petit collège du quartier français. Une vie discrète, isolée, sans médias sociaux. Rien qui n'attire l'attention. Presque comme si elle se cachait. Elle a tout fait pour qu'on ne la retrouve pas, dit Tasha en tendant le dossier. Mais tu as raison. Quelque chose ne colle pas. Elle sait quelque chose. Et peut-être qu'elle est enfin prête à parler. Nat prit un bus de nuit. Le trajet fut long, interminable. Il ne dormit pas. Il repassait sans cesse la voix d'Émilie dans sa tête. Son rire. Son parfum. Et maintenant, cette lettre. Ce mystérieux. Ce rendez-vous avec le passé. Ils se retrouvèrent dans un vieux café de la rue Chartres, décoré à l'ancienne, avec des miroirs ternis et des chaises en fer forgé. L'odeur du café fort se mêlait à celle de l'humidité du vieux carré. La pluie tombait fine et lente sur les pavés. Evelyn entra, un parapluie dégoulinant à la main. Elle portait un manteau gris, simple, et ses cheveux châtains étaient attachés à la va-vite. Ses yeux, ceux d'Émilie, étaient cernés par l'angoisse. Lorsqu'elle vit Nat, elle s'arrêta un instant, figée. Nate. Sa voix tremblait. Il se leva, hésitant. Elle s'assit face à lui, et pendant plusieurs secondes, ils se regardèrent sans parler. Puis elle posa ses mains sur la table, croisées. « Je suis désolée, murmura-t-elle. J'ai gardé ce secret trop longtemps. » Nate sentit sa gouri se serrer. « Alors, c'est vrai ?»
Tu sais quelque chose? Evelyne ferma les yeux, ravalant ses larmes. Émilie avait découvert des choses. Des choses graves. Des documents dans la mallette de notre père. Elle m'en avait parlé, un soir, effrayée. Il trempait dans un réseau de blanchiment d'argent, Nat. Des millions de dollars. Descomptes offshore. Et pire, des liens avec des cartels mexicains. Elle voulait le dénoncer. Elle pensait aller voir un journaliste. Et alors? Souflanate. Evelyne le fixa droit dans les yeux. Ce soir-là, elle est allée le confronter. Elle croyait pouvoir le raisonner. Elle voulait qu'il se rende. Mais elle n'est jamais revenue. Un frisson traversa l'échine de Nat. Il l'a tué. Elle hocha la tête lentement. Il a paniqué. Il a tout à perdre, sa carrière, son image, sa liberté. Il a utilisé ses contacts, fabriqué des preuves. Et toi, Nat, tu étais le coupable idéal. Je suis désolée. Il savait que ta réputation d'adolescent a problème, ton casier juvénile, ton quartier, tout jouerait contre toi. Le monde de Nat vacilla. Sa respiration se fit plus difficile. Il posa une main sur sa poitrine, comme pour empêcher son cœur d'exploser. 12 années. 12 années volées. Une vie entière. Pour couvrir un monstre en costume 3 pièces. Pourquoi tu n'as rien dit? Demanda-t-il, la voix tremblante. J'avais 18 ans, Nat. Il m'a menacé. Il a dit qu'il m'enverrait à l'autre bout du monde, que je finirais internée ou morte. Et j'ai eu peur. Peur qu'il me fasse la même chose qu'à elle. Un silence lourd s'installa dans ce café usé par le temps. Autour d'eux, le murmure des autres clients formait une toile sonore floue. Mais à leur table, seuls les tintements métalliques des cuillères sur la porcelaine venaient troubler la tension palpable. Nat et Evelyne se regardèrent, chacun portant le poids d'années de douleur et de secrets. Puis, lentement, Evelyne sortit de son sac un petit carnet relié de cuir, usé par l'usage. Elle le posa devant Nat avec précaution, comme si elle lui confiait la clé d'un coffre-fort invisible. « Tout ce que j'ai découvert, dit-elle d'une voix basse, presque un souffle, est là-dedans. Les comptes, les noms, les transferts d'argent, desenregistrements. Même des journaux personnels d'Émilie, où elle confiait ses doutes et sa peur. Il y a aussi un message vocal, enregistré peu avant sa disparition. Elle y parle de ce qu'elle savait, et de ce qu'elle craignait. Nat sentit ses doigts trembler alors qu'il attrapait le carnet. Ses yeux s'agrandirent devant la masse d'informations, un mélange d'espoir et de terreur. Cette petite relique contenait la vérité qu'on lui avait arrachée. Ilene pleura pas. Pas encore. Mais au fond de lui, une flamme s'alluma, fragile mais vive. Une rage qu'il avait étouffée pendant des années, une volonté farouche de justice et de réparation. Ce combat ne faisait que commencer. Plus tard, dans le bureau exigu de Tasha Green, ils déployèrent sur la table plusieurs dossiers épais. Des copies d'enregistrements vocaux, des extraits de journaux intimes griffonnés de la main d'Émilie, des relevés bancaires prouvant les mouvements suspects sur des comptes secrets, et surtout, un message vocal enregistré dans la chambre d'Émilie, où elle exprimait sa peur viscérale. « Si jamais quelque chose m'arrive, regardez du côté de papa. Il ne supportera pas que je détruise sa réputation. » Tasha, les yeux brûlants d'émotion et de détermination, écouta chaque pièce à conviction. Pour la première fois depuis 12 ans, elle sentit que la justice pouvait basculer. « Cette fois, déclara-t-elle, on ne laisse rien passer. On va rouvrir ton dossier. Mais on ne peut pas compter uniquement sur la justice locale. Richard Dawson est trop puissant. Il a des alliés partout. » Ils choisirent une autre arme, la lumière crue des médias. Evelyne enregistra un témoignage poignant dans lequel elle racontait, avec courage, le calvaire familial, la peur, le secret, et l'amour qu'elle portait à sa sœur disparue. Nat, pour sa part, accepta d'apparaître dans une interview exclusive à une grande chaîne d'investigation nationale. « Je veux que tout le monde sache qui je suis vraiment », déclara-t-il devant la caméra, la voix chargée d'émotion. « Je ne suis pas un meurtrier. J'ai perdu une partie de ma vie, mais je vais me battre pour que justice soit faite, pour Émilie, et pour tous ceux qui ont souffert dans l'ombre. » Le récit d'un homme brisé, victime d'un système corrompu, résonna profondément dans le cœur de millions d'Américains. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les hashtags justice pour Nat et vérité pour Émilie devinrent viraux. Les appels à une enquête fédérale se multiplièrent.
Face à la pression croissante, Richard Dawson nia farouchement toutes les accusations dans une conférence de presse, usant de son verbe incisif et de son influence pour retourner l'opinion. Mais le vent avait tourné. Des voix jusque-là muettes commencèrent à s'élever. 3 semaines plus tard, les forces fédérales débarquèrent chez lui. Sous le regard impuissant de ses domestiques, Richard Dawson fut arrêté, inculpé de meurtre, subornation de témoins, falsification de preuves et blanchiment d'argent. Devant les caméras, menottes au poignet, son visage arrogant se figea dans une expression de stupeur mêlée à la colère. La justice avait enfin tourné son regard vers la bonne cible. Nat, Evelyn et Tasha se retrouvèrent, éreintés mais victorieux, conscients que ce n'était que le début d'une longue bataille. Le poids des années ne s'effacerait pas d'un coup, mais l'espoir était là. La vérité avait éclaté. Et parfois, cela suffisait à faire renaître des vies. Le jour de la libération officielle de Nat était baigné d'une lumière douce, presque irréelle, comme si le ciel lui-même reconnaissait la justice enfin rendue. Devant les grilles massives de la prison d'État de Huntsville, une foule s'était rassemblée, bien plus nombreuse que ce qu'il avait imaginé. Il y avait Evelyn, le visage marqué mais rayonnant de force, Tasha, toujours aussi déterminée et sereine, et même plusieurs visages du passé, d'anciens amis, des inconnus qui avaient suivi son combat et venaient aujourd'hui s'excuser, le serrer dans leurs bras, lui offrir des mots de réconfort. Nat regardait tout cela avec une étrange distance, le cœur lourd mais apaisé. Il ne cherchait pas la vengeance, ni la colère. Ces années d'injustice lui avaient enseigné la valeur de la paix intérieure. Il voulait reconstruire, redonner un sens à sa vie, à ce qu'il restait de ses rêves brisés. Ce soir-là, alors que le soleil déclinait, Nat se rendit à nouveau au cimetière d'Ashwood Hill. Le silence enveloppait les pierres tombales comme un manteau de respect. La tombe d'Emily était entourée de fleurs fraîches, déposées par Evelyn et d'autres proches. Nat s'agenouilla, le poids du passé pressant sur ses épaules. Mais cette fois, ce n'était plus la douleur qui dominait, mais la gratitude. Il sortit de sa poche une petite enveloppe soigneusement pliée et un écrin discret. Il murmura. « Em, tu m'as sauvé, même dans la mort. Tu étais ma lumière, et tu le restes. Je te porterai en moi, pour toujours. » Il déposa l'enveloppe sur la pierre, puis ouvrit délicatement la boîte. À l'intérieur, reposait une bague de fiançailles en or blanc, sertie d'un petit diamant, l'éclat doux d'un espoir suspendu. « Je n'ai jamais eu la chance de te la donner. Mais je te la confie aujourd'hui, pour que tu saches que, malgré tout, mon amour est intact. » Une larme glissa sur sa joue, mais il la laissa couler librement, sans honte. C'était une promesse silencieuse, une offrande d'éternité. 1 an plus tard, Nat marchait dans les couloirs lumineux du siège de la Fondation Emily Dawson pour la justice, une organisation qu'il avait créée pour donner une voix à ceux que la société avait brisés, comme lui. Evelyn en était la codirectrice, apportant sa force et sa sensibilité, et Tasha dirigeait le volet juridique, infatigable guerrière du droit. Chaque dossier qu'ils ouvraient, chaque personne qu'ils aidaient, était un pas vers une justice plus vraie, plus humaine. La mémoire d'Emily était le cœur battant de cette mission. Lors de chaque discours public, Nat débutait toujours par ces mots, devenus son mantra, son étendard. « Je suis l'homme qu'on a brisé, mais aussi celui qu'on a relevé. Et tant que je vivrai, je me battrai pour ce qu'on veut faire taire. Pour Emily. Pour la vérité. » Sa voix portait la douleur du passé, mais aussi la force du pardon et de l'espoir. Et à chaque fois, le public était saisi, ému, inspiré. Les nuits restaient parfois longues, hantées par des souvenirs. Mais Nat avait appris à danser avec ses démons, à transformer la douleur en force, la colère en détermination. Il savait désormais que la justice n'était pas seulement un idéal, mais un combat à mener, chaque jour, pour tous ceux que la société oublie. Et dans chaque regard d'enfant sauvé, dans chaque sourire arraché à l'injustice, il sentait la présence d'Emily, douce et lumineuse, guidant ses pas vers un avenir plus juste.